Bonjour Emmanuel François. Bonjour. Bienvenue. Merci, Bonjour. merci pour cette invitation. Heureux de vous accueillir. Vous êtes Bonjour, donc le Émilie. président de la Smart Building Alliance. Vous l'avez créé il y a 9 ans, c'est ça? Exact. Avec quelle idée? Avec une vision. Une vision que le monde changeait. Il y a 10 ans, j'étais sur mon vélo et je me suis dit, le monde change et il faut agir. Et donc, j'ai quitté mon entreprise, je me suis monté et puis un an après, j'ai créé la SBA, Smart Building Alliance for Smart Cities, avec d'autres personnes pour accompagner ces mutations fondamentales autour de la transition numérique et la transition environnementale. L'idée, c'était quoi? C'était de cumuler les deux, mais l'idée, c'était de fédérer autour de vous ceux qui ont envie de faire bouger ce secteur? Premièrement, fédérer tous ces acteurs qui ont envie de bouger et qui comprenaient déjà ces mutations. Et deuxièmement, avoir une approche totalement transversale, alors que l'organisation de notre société est verticale. On voit, il y a des ministères, c'est vertical, il y a des syndicats professionnels, c'est vertical, et le numérique est transversal. Et je me suis dit, en fait, on va réussir cette transition que si on met tous ces acteurs ensemble, si les acteurs de l'automobile parlent avec les acteurs du bâtiment, avec les énergéticiens, avec les acteurs des télécoms, parce qu'en fait, ils vont être obligés de se côtoyer et de travailler ensemble. Oui, c'est ça, la ville du futur, c'est une ville qui interagit, c'est ça, collective, qui rassemble les organismes privés, publics. Et donc, vous êtes actuellement pas loin de 500 membres, c'est ça actuellement? Oui. Pour SBA qui était donc créée en 2012, plus d'une vingtaine de commissions spécifiques actives, 3 cadres de référence et une dizaine de déclinaisons servicielles. C'est ça. C'est pas mal quand même. Vous proposez beaucoup d'outils. Comment ça se passe exactement? En fait, si vous voulez, on s'est rendu compte il y a 10 ans ou 9 ans, c'est qu'en fait, chacun voulait faire sa ville intelligente. Nice, Paris, ici les Moulineaux. Et aller s'adresser à des industriels, des acteurs. Et disait, on fait un quartier intelligent. Mais ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas 2-3 acteurs qui vont faire une ville intelligente. Il faut que ça soit beaucoup plus global, avec des solutions ouvertes, interopérables. Vous voyez, et c'est cette approche-là qu'on a faite. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Parce qu'en fait, il faut pousser le trait. Il faut pousser le trait. Les bonnes pratiques aussi. Et donner les bonnes pratiques. Et c'est pourquoi on s'est dit, pour pousser le trait, il faut écrire des méthodologies, des cadres de référence vers lesquels tous les acteurs, y compris les acteurs financiers, les acteurs politiques, vont converger. Et c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir enfin penser la ville de demain. Si la ville de demain, elle est de telle entreprise ou de tel pays, ça ne marche pas. Il faut que ça soit une ville qui soit partagée et à commencer partagée par le citoyen. Est-ce que ça passe par la création de labels, ça, par exemple? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de labels, donc on se perd un peu. Oui. Mais Alors, c'est des cadres de référence qui peuvent donner lieu à des labels, mais avant tout, c'est des cadres de référence qui servent de référentiel pour chaque industriel, pour chaque acteur, pour chaque collectivité qui va justement écrire comment, par exemple, les données vont être collectées, comment les systèmes sont connectés. Et ça, la loi, elle ne cadrait pas ça assez bien? Non, aujourd'hui, la loi ne le cadre pas encore. Et bien entendu, mon objectif aujourd'hui, c'est que ces cadres de référence, ce n'est pas parce que c'est la SBA qui l'a fait, mais ces cadres de référence deviennent vraiment des standards pour, à la fois en France, mais en Europe et même dans le monde. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Mais alors, ce qu'on s'est rendu compte, ça n'existe pas. Concrètement, on trouve quoi dans ce cadre de référence ou dans ces cadres de référence? Eh bien, à la fois, c'est comment les équipements vont communiquer entre eux. Oui. Donc, je sais pas, moi, ça peut être... c'est aussi bien votre système de pilotage de chauffage que l'éclairage, que votre système de sécurité, que tout ça ou audio-vidéo, que tout ça, ça communique, que ça soit simple, avec des données qui soient sécurisées, que les systèmes soient sécurisés également. Et ensuite, que les données collectées, eh bien, effectivement, il y a une gouvernance, qu'elle soit écrite. Que ça ne soit pas un tel qui collecte toutes les données, qui siphonne toutes les données et qui va imposer sa loi, puisque la donnée est au centre de cette transition. Donc, il faut parler de gouvernance de la donnée. C'est fondamental. Et de souveraineté de la donnée aussi. Et de souveraineté de la donnée. Et puis ensuite, il faut parler de management responsable, c'est-à-dire comment ça évolue. Parce que le day after, tout de suite, déjà, ça a changé, il y a des mises à jour à faire. Et donc ça aussi, il faut le penser, il faut l'intégrer, il faut que ça soit durable. Et vous voyez, c'est un énorme chantier. Et c'est notre ambition. Vous allez me dire, c'est gigantesque. Mais si on ne commence pas, on ne fait rien. Donc c'est ce que je me suis dit. Et aujourd'hui, il y a 500 acteurs qui nous suivent. Et puis récemment, on a lancé la SBA en Italie.
il y a 2 mois, ils sont déjà 40. Ils ont écrit 3 propositions pour des lois. Donc je me dis qu'en fait, on essaime. Et puis bientôt, on va ouvrir la Belgique, le Luxembourg. On est en relation avec la Commission européenne. On travaille avec la Commission européenne, on travaille même avec le gouvernement allemand sur ce sujet de gouvernance de la donnée. Vous voyez, donc quelque part, ça va loin. Et c'est vrai que Thomas parlait de label. Qu'est-ce que le label R2S ? Eh bien, c'est ça. Alors, il fallait bien trouver un mot. Et on s'est dit, il faut que ça soit anglicisé, parce qu'il faut que tout le monde le comprenne. Ouais. Mais il y a un peu de français dedans, parce qu'on a mis R2S. C'est en fait Ready to Service. On aurait dû dire Ready for Services. Mais ouais, ça, c'est le French Note. Et donc, R2S, Ready to Service, c'est-à-dire comment un bâtiment, comment une ville, comment un territoire, comment même la mobilité est prête à des services. En fait, on change complètement de modèle. On était sur un modèle basé sur la propriété. On parlait de la propriété d'un bâtiment, la valeur vénale d'un bâtiment. Et maintenant, on va parler de la valeur d'usage du bâtiment, qui vient s'additionner à cette valeur vénale du bâtiment. C'est fondamental. Eh bien, pour évaluer cette valeur d'usage, il fallait un référentiel autour des services, les services qui vont permettre ces usages. Et donc, plus effectivement on aura des usages, plus la valeur du bâtiment ou la valeur du territoire va augmenter. Et si vous voulez, c'est un vrai changement. Ouais. Donc vous affichez pas loin de 500 membres en ce mois de mai 2021. Ça veut dire, est-ce que par exemple les géants du secteur vous suivent ? Est-ce que les géants du bâtiment, les géants de la gestion de l'eau, est-ce qu'ils sont là ? Les géants viennent de plus en plus parce qu'en fait, ils voient bien qu'on est incontournable. Même si, quelque part, ça les dérange parce qu'en fait, on parle d'interopérabilité, de système ouvert, de partage de la donnée. Le partage, ce n'est pas forcément l'apanage des grands. Ils préfèrent effectivement avoir des systèmes qui soient le leur ou qui partagent avec quelques acteurs en écosystème. Alors que là, on dit il faut que ça soit... On change de débat. Le débat, il est sur la collecte de la donnée et les services qu'on va faire autour de cette donnée, surtout autour des services autour de cette donnée. Mais petit à petit, ça passe. Ça passe, pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions politiques et des pressions surtout des usagers. Les usagers ne voudront surtout pas que leurs données partent vers un industriel, quel qu'il soit, ou un acteur quel qu'il soit, et que ce soit lui qui lui impose la loi, qui lui dise « tu éteindras ta machine à laver ou je vais l'éteindre à ta place, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. » Ou si tu veux le choisir et tu vas contre, ça va te coûter un brin. Eh bien non, ça, c'est pas possible. Il faut qu'il soit informé et qu'il ait la possibilité de choisir entre démarrer sa machine à laver et recharger son véhicule. Ce n'est pas un autre acteur qui veut lui imposer. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et l'enjeu, il arrive aujourd'hui, surtout avec l'électrification. C'est aujourd'hui qu'on décide pour construire les villes de 2040 et 2050, ça c'est sûr. L'émission, elle s'appelle Smart Impact. On est beaucoup sur la transition écologique. À quel point cette révolution-là, elle accompagne ou elle accélère la transition écologique pour vous ? Parce qu'en fait, c'est vrai que je me plais à dire que le numérique est au cœur de toutes les transitions. Aujourd'hui, je le dis ici, le ministère du numérique ne devrait pas exister. En fait, il devrait être dans tous les ministères. C'est comme le développement durable. Il doit être intégré dans tous les ministères. Ça doit être dans notre ADN. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et le numérique, c'est au cœur de toutes ces transitions. Et notamment la transition environnementale. Il va nous permettre d'optimiser les ressources. Est-ce que ce n'est pas incompatible ? Parce qu'il y a quand même un débat. Hein. Le numérique, c'est censé... Et c'est même pas censé, ça le pollue. Numérique consomme de l'énergie, bien entendu, on sait. Donc en quoi ça peut d'un côté aider et d'un autre, il faut quand même faire attention à son usage ? Alors, si vous voulez, il y a déjà numérique et numérique. Aujourd'hui, ce qui consomme énormément de données, c'est la vidéo, c'est ce que vous avez sur votre portable. Et là, ça n'a rien à voir avec la ville intelligente, avec des données de température, de position d'un capteur. C'est un pouillème. Donc il faut bien repositionner le débat. Ensuite, si vous voulez, on va vers un numérique durable, responsable. Et ce numérique-là va nous permettre, mais c'est juste incroyable, d'optimiser fondamentalement les ressources. Les ressources d'espace, quand on sait qu'une ville, c'est 70% de l'empreinte carbone. Eh bien, aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer complètement de modèle, de mode de vie. On voit bien que nos activités humaines changent. On ne travaille plus pareil. On ne se soigne plus pareil, on ne commerce plus pareil, on n'enseigne plus pareil. On ne se déplace plus pareil. On ne se déplace plus pareil. Eh bien, en fait, à partir du moment où les activités humaines changent, eh bien, les bâtiments doivent changer. Le costume, aujourd'hui, ne nous va plus.
Il ne nous va plus. Et moi, quand je suis dans la rue, je me dis, ces bâtiments, en fait, c'était les bâtiments d'avant. Mais on est dans une autre ère. Il y a ce qu'on voit, il y a les bâtiments, et puis il y a ce qu'il y a en dessous, le réseau, les réseaux. Et on va parler du réseau d'eau. Et justement, on va voir comment les solutions numériques, l'intelligence humaine et artificielle peut permettre d'optimiser la gestion et la consommation d'eau. C'est tout de suite, c'est notre débat.